Monsieur le Président du Togo, Son Excellence, Monsieur Faure, chaque acte que nous posons définit l'avenir. Imaginez que vous remettez aujourd'hui l'ex-président du Burkina Faso, le colonel Damiba, au président Ibrahim Traoré, et que 2 mois plus tard, il se fait exécuter, et 1 mois plus tard, le président Ibé n'est plus président de la Guinée, plutôt du Burkina Faso. Quelle explication vous allez donner à vos pairs de la CEDEAO? On se plonge aujourd'hui dans une situation d'une tension assez exceptionnelle, qui est cristallisée par un message public. Oui, et ce n'est pas une simple déclaration. Non, pas du tout. C'est un avertissement direct et même solennel adressé à un chef d'État, le président du Togo, Faure Gnassingbé. Et au cœur de tout ça, il y a le destin d'un autre homme, l'ex-président du Burkina Faso, le colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Exactement. Il est en exil au Togo en ce moment et sa vie serait, d'après notre source, directement menacée. On est donc face à un drame qui mêle des enjeux immenses. On parle de vie ou de mort, de réputation diplomatique et de la stabilité de toute une région en fait. Notre source, c'est un plaidoyer vidéo, un appel vraiment passionné. Il implore le président togolais de ne pas faire ce qu'il nomme la pire erreur de sa vie, c'est-à-dire extrader le colonel Damiba vers le Burkina Faso, qui est aujourd'hui dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré. Notre objectif, c'est d'analyser cet avertissement, de décortiquer les arguments et de comprendre les implications. C'est un véritable nœud géopolitique. Et ce qui est fascinant, c'est que la présence de Damiba au Togo, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est justement le premier point de la source. Le message de base est simple, ne livrez pas cet homme. Mais le pourquoi est beaucoup plus complexe. Ah oui. L'orateur emploie des mots très très forts. Il dit que livrer Damiba, ce serait commettre l'erreur de tout votre mandat. Et même, il va plus loin. Il parle de complicité dans une potentielle exécution. Voilà. Et la clé de tout ça, c'est que son arrivée au Togo, ce n'est pas une simple fuite. Non. La source insiste là-dessus, c'est, je cite, le résultat d'une entente au niveau de la CEDEAO. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Exactement. Le but était de, je cite encore, faciliter les choses au niveau du Burkina Faso. Il faut vraiment saisir ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on ne parle pas d'un simple demandeur d'asile. Pas du tout. On parle d'un arrangement politique, négocié entre chefs d'État pour assurer une transition sans violence au Burkina. Donc, si je résume bien, Damiba n'est pas juste un réfugié politique. Il est la pièce d'un accord régional. C'est précisément l'argument. Son exil au Togo, c'était la condition pour qu'il quitte le pouvoir pacifiquement. Son statut est donc celui d'un exilé politique protégé par un pacte. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'une extradition, ce ne serait pas juste un acte dynamical. Non, ce serait un reniement. Un reniement pur et simple d'un accord passé entre pairs. Une trahison de la parole donnée au plus haut niveau. Ce qui explique la question très forte que pose la source. Quelle explication vous allez donner à vos pairs de la CEDEAO? Ce n'est pas une figure de style, hein? Non, c'est une vraie question politique. Il demande en fait comment vous allez justifier d'avoir détruit un mécanisme de stabilisation que vous aviez vous-même mis en place. C'est toute la force de l'argument. Il ne s'adresse pas qu'à l'homme, Faure Gnassingbé, mais au garant d'un ordre régional. Il lui dit « Vous êtes un pilier de cette organisation, vous ne pouvez pas scier la branche sur laquelle tout le monde est assis. » D'accord. Donc, violer ce pacte, ce serait déjà gravissime sur le plan diplomatique. Mais l'avertissement, il va beaucoup plus loin. Sa véritable force, sa charge émotionnelle, elle vient du portrait qui est fait du régime qui demande cette extradition. Absolument. Pour justifier une mise en garde aussi solennelle, la source ne se contente pas d'invoquer des principes, elle dresse un réquisitoire implacable contre le pouvoir d'Ibrahim Traoré à Ouagadougou. Et là, les mots sont durs. Il est qualifié de petit manipulateur. Mais au-delà des insultes, il y a des accusations factuelles qui sont listées. Et elles sont très graves. Comme quoi, par exemple? On parle de l'enlèvement de plus d'une quarantaine de personnes, des gens dont on ignore le sort aujourd'hui. Ce qui, si c'est avéré, s'apparente à des disparitions forcées. C'est une tactique de régime autoritaire pour semer la terreur, quoi. La source parle bien d'enlèvement, pas d'arrestation. La nuance est énorme. Oui, bien sûr. Et politiquement, ça continue. Le régime est accusé de violer
tous les codes de démocratie, surtout en refusant d'organiser des élections. Et puis il y a un point qui semble vraiment central dans l'argumentaire, Lequel? le rétablissement de la peine de mort. Le timing de cette décision, c'est ça qui est au cœur de l'inquiétude, non? C'est le point de bascule. Rétablir la peine de mort, bon, c'est une décision souveraine, même si elle est controversée, mais dans le contexte que la source décrit, ça devient une arme. L'arme qui rendrait un complot présumé mortel. Le complot, voilà. On y vient, c'est l'accusation la plus spectaculaire. Le régime de Traoré aurait fabriqué de toutes pièces un montage d'un audio pour faire croire à une tentative de coup d'État. Un coup d'État fantôme en quelque sorte. C'est ça. Et le but de cette manœuvre, selon la source, serait terrifiant de simplicité. Créer un prétexte légal pour, je cite, « exécuter et éliminer toutes les personnes qui peuvent être un obstacle pour lui ». Donc si on assemble les pièces du puzzle, telles que la source le présente, 1. Vous rétablissez la peine de mort. Oui. 2. Vous inventez un crime capital, ici une tentative de coup d'État. Et 3. Vous y impliquez vos opposants. Le piège est parfait. C'est une mécanique glaçante. Et Damiba, évidemment, serait la cible principale de ce piège. C'est ce que la source suggère, oui. Ce qui est frappant ici, c'est le cynisme de l'opération qui est décrite. Il ne s'agirait pas juste d'emprisonner des gens, mais bien de créer les conditions juridiques pour des exécutions. Et pour renforcer cette image, l'orateur ne s'arrête pas à Traoré. Il cite d'autres noms. Il demande au président Faure de ne pas céder aux mensonges d'Ibrahima Traoré, à son chef de renseignement qui est impliqué directement dans le coup d'État manqué du Bénin, Ah, ça c'est intéressant. et à un certain plaisantin d'Ibrahima Maïga. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit que l'objectif est d'isoler complètement le régime de Traoré. En liant le chef du renseignement burkinabé à une tentative de coup d'État dans un pays voisin, le Bénin, la source élargit la menace. Ce n'est plus un problème interne au Burkina. Exactement. Le message c'est « Attention, ce régime est un facteur d'instabilité pour vous tous, pour toute la région. C'est très habile. Il transforme un problème bilatéral en une menace sécuritaire collective. Il dit au président togolais « Ce n'est plus seulement leur affaire, c'est devenu la vôtre. » D'accord. Mais alors, on peut imaginer que la pression de Ouagadougou sur Lomé doit être énorme. Qu'est-ce qui pouvait pousser Faure Gnassingbé à ne serait-ce qu'envisager cette extradition, malgré tous les risques aidés? La pression peut prendre plusieurs formes. Des menaces à la frontière, des promesses économiques, ou simplement la volonté de ne pas envenimer les relations avec un voisin direct, surtout un voisin dirigé par un régime militaire imprévisible. Le calcul du moindre mal, peut-être? C'est ça. Un dirigeant peut parfois penser qu'un sacrifice, même discutable, peut garantir une paix à court terme. C'est un calcul que la source cherche justement à démolir. En peignant un véritable scénario catastrophe. C'est la troisième partie de l'argumentaire, les conséquences concrètes pour le Togo si le président cédait. Et le tableau est... Saisissant. L'orateur demande au président de se projeter. Il lui dit « imaginez ». C'est ça. Imaginez, vous livrez Damiba aujourd'hui. Dans 2 mois, il est jugé sur la base de ce faux coup d'État et il est exécuté. Et puis 1 mois plus tard, le régime de Traoré, qui est lui-même issu d'un coup d'État, est à son tour renversé. Et là, le président togolais se retrouverait dans une position intenable. Il serait celui qui a trahi un accord de la CEDEAO, livré un homme à la mort pour plaire à un régime qui n'aura duré que quelques mois. Le coût politique et moral serait catastrophique. Immense. Il serait l'homme qui a misé sur le mauvais cheval avec du sang sur les mains. Et au-delà de ce scénario du pire, il y a la crédibilité diplomatique du Togo. C'est l'enjeu fondamental. Le pays a construit son image sur son rôle de médiateur, de terre d'accueil, de stabilité. La Suisse de l'Afrique de l'Ouest, comme on l'a parfois appelée. Voilà. Et cet acte viendrait pulvériser cette image. C'est là que la phrase de la source « Chaque acte que nous posons définit l'avenir » prend tout son sens. Elle n'est pas juste philosophique? Non. Elle est éminemment politique. L'acte d'extrader Damiba définirait l'avenir du Togo comme celui d'un partenaire peu fiable. Un pays qui peut renier sa parole et vous envoyer à la mort. Ça redéfinirait le pays non plus comme un refuge, mais comme un piège. La parole du Togo ne voudrait plus rien sur la scène internationale. Et c'est précisément le dilemme qui est posé. L'avertissement met le président Faure face à un choix fondamental, entre le pragmatisme immédiat et l'héritage historique. D'un côté, apaiser un voisin, de l'autre, préserver l'honneur et la réputation de son pays. Que vaut votre parole? Voilà la question, en substance. Pour résumer la situation, on a donc le portrait d'un dirigeant, Faure Gnassingbé, pris en étau. Totalement. D'un côté, la pression d'un régime voisin qui réclame la tête d'un homme. De l'autre, cet avertissement public et dramatique qui lui dit « Si vous cédez, vous perdez tout, votre honneur, votre crédibilité et votre place dans l'histoire ».
C'est un cas d'écose des tensions qui traversent l'Afrique de l'Ouest en ce moment. La vie d'un homme devient le symbole de la fiabilité d'un État et un enjeu pour la stabilité de toute une région. Une micro-décision avec des conséquences macro-politiques. C'est exactement ça. Et si on prend un peu de recul, cette affaire nous force à réfléchir à la responsabilité d'un État qui accueille un exilé politique, surtout dans un contexte aussi volatile. On pense tout de suite au principe de non-refoulement. Oui, L'interdiction de renvoyer une personne vers un pays où elle risque la persécution ou la mort. C'est une pierre angulaire du droit humanitaire. oui, mais ce que K nous montre, c'est que ce principe n'est plus seulement une question de droit ou d'humanisme. Ça devient un impératif géopolitique. Comment ça ? Dans une région où les coups d'État se succèdent, où les alliances sont fragiles, la garantie d'un exil sûr, c'est une des rares soupapes de sécurité qui existent. Ah oui, c'est ce qui permet parfois à un dirigeant de céder le pouvoir sans déclencher une guerre civile. Précisément. Parce qu'il sait qu'il aura un endroit où aller. Donc si on supprime cette soupape, si chaque dirigeant renversé sait qu'il sera pourchassé et peut-être exécuté, Alors il n'a plus aucune raison de partir pacifiquement. Il se battra jusqu'au bout avec des conséquences désastreuses pour les populations. c'est ouvrir une boîte de Pandore en fait. C'est ça. Violer ce principe, ce n'est pas juste une faute morale, c'est créer un précédent qui dit « bon, il n'y a plus de sortie honorable ». Alors que le respecter, c'est œuvrer pour une stabilité à long terme, même si c'est plus difficile à court terme. Donc bien au-delà du sort du colonel Damiba, la décision du président togolais va envoyer un message à tous les dirigeants de la région, actuels et futurs. C'est peut-être ça la question de fond que soulève cet appel. Il se concentre sur les risques pour le Togo, mais en filigrane, il pose une question bien plus large. À une époque où les régimes sont si fragiles, la protection d'un exilé, ce n'est plus seulement un acte d'humanité, c'est un acte qui définit les règles du jeu politique. Et qui définit aussi sa propre vision de l'ordre régional. Tout à fait. Et l'avertissement final, qui n'est pas dit, mais qui est omniprésent, pourrait être celui-ci. Lorsque les vents politiques tourneront, et que ce sera peut-être à votre tour de chercher refuge, quel genre de précédent espérez-vous avoir contribué à établir ?